Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je viens répondre à deux questions qu'on me pose souvent. Mais en fait, ce sont deux questions qui ont l'air tellement différentes, mais la réponse est exactement la même. Alors, la première question, c'est pourquoi nous sommes envahis par les musulmans? Pourquoi les musulmans arrivent chez nous en conquérant? Ça, c'est la première question. Et la deuxième question, pourquoi les musulmans, dits modérés, ne réagissent pas de manière plus visible aux horreurs qui sont faites en leur nom. Alors vous voyez, ce sont des questions qui ont l'air différentes, mais en fait elles appellent la même réponse. Euh, quand j'étais en Algérie, j'avais posé une question une fois au prof d'histoire, et j'attends toujours la réponse, il n'a jamais pu me répondre. Alors je vous explique un petit peu le contexte. Euh, en Algérie, on avait le programme d'histoire qui avait grosso modo trois axes cette année-là. Le premier axe, c'était les conquêtes arabes. Ce sont quand les Arabes sont arrivés dans les pays du Maghreb. Ils étaient arrivés avec des sabres gros comme ça. Et ils proposaient, en fait, ils avaient deux offres. C'était soit rentrer dans l'islam, soit se faire couper la tête. Et je pense que l'offre est valable dans certains endroits du monde. Elle est valable jusqu'à maintenant. Plus tard, on a étudié l'époque où l'Algérie était un protectorat turc. En fait, c'est un protectorat faisait partie de l'Empire ottoman, si vous voulez. C'était l'URSS de l'époque. Et puis, par la suite, on a étudié, à partir de 1830, la colonisation française. Et ce que j'ai constaté, c'est que on avait une sémantique différente quand on s'adressait à ces trois types d'envahissement. Alors, quand on parlait de la colonisation française, on utilisait le mot colonisation. Et on avait des termes extrêmement durs pour décrire cette période de l'époque et le rôle des Français dans cette période-là. Par la suite, quand on étudiait l'époque où l'Algérie était un protectorat turc ou un protectorat ottoman, eh ben, tout à coup, regardez, on ne parle plus de colonisation, mais on parle de protectorat. Vous voyez le lapsus déjà, je suis en train de suivre la terminologie officielle. Et en fait, on voit bien que protectorat, ça suppose protection, ça a donc une connotation positive, et ça montre que celui qui est en train de parler a une certaine, on va dire, une certaine compréhension ou une certaine complaisance envers la chose en question. Donc, colonisation française, protectorat ottoman, et quand il s'agissait des Arabes, on utilisait un mot absolument extraordinaire, on parlait d'ouverture. On disait les ouvertures arabes. Donc c'est une ouverture, ce qui veut dire que c'est quelque chose de franchement positif. Il y a de quoi se réjouir et faire la fête. Et quand j'ai demandé donc au prof pourquoi il y a cette variation de sémantique, ça signifie que si on se dit qu'on est nationaux, si on dit qu'on est algérien, puis qu'on respecte l'intégrité de notre pays, pourquoi devrions-nous regarder des types différents d'envahissement de manière différente. Alors que normalement, ce sont toutes des violations, tous ces envahissements sont des violations de nos frontières. Et le prof était coincé, il n'a pas pu me répondre. Mais en tout cas, il a réussi à faire tomber que, oui, qu'on regarde positivement l'arrivée des Arabes parce qu'ils nous ont ramené l'islam. Voilà. Ok. Donc, voilà ce qu'on fait rentrer dans la tête des gamins dans les pays arabo-musulmans dès leur enfance et tout le long de leur cursus scolaire jusqu'au bac. Autre point important, pratiquement tous ceux qui ont étudié dans une école du Maghreb connaissent la fameuse phrase « Les Arabes avant l'islam étaient quoi ?» Voilà, je suis sûr qu'il y a plein qui ont complété la phrase. Les Arabes avant l'islam étaient des... Comment on appelait ça? Alors, je l'avais étudié en arabe, je suis en train de réfléchir pour essayer de vous la traduire. Les Arabes avant l'islam étaient des clans, on va dire ça comme ça, c'est des clans, qaba'il en arabe, étaient des clans qui passaient leur temps à boire du vin et se faire la guerre. Et quand vous regardez le Wikipédia en arabe, vous allez constater que la première phrase dit que le Wikipédia en arabe sur l'histoire, l'article qui concerne l'histoire des Arabes avant l'islam, la période pré-islamique des Arabes, ou des pays arabes en général, des pays arabes musulmans, le contributeur a écrit un truc très sympa, il a dit que l'histoire des Arabes avant l'islam a été une période ignorée et non étudiée pour des raisons idéologiques. Ça signifie qu'en fait,
depuis gamin, et tout le long de notre cursus scolaire, on nous enseigne aussi que avant l'islam et avant l'arabisation, nous étions rien. Absolument rien. Ça signifie que l'histoire de toute cette période-là pré-islamique tient pratiquement en une ligne et demie sur une dictée. Ok? Donc, on prépare les esprits à accepter n'importe quoi au nom de l'islam, à accepter n'importe quelle conquête au nom de l'islam et à se considérer complètement impuissant et complètement quantité négligeable en face de toute idéologie qui porte en elle l'étiquette islam. Voilà. Ça, une fois que vous avez atteint ça, vous obtenez notre monde d'aujourd'hui. Donc, premièrement, les arabo-musulmans ne sont pas venus en conquête de l'Europe. Dans l'histoire moderne, ils ne sont pas des conquérants. D'ailleurs, s'ils avaient été des conquérants, ils auraient conquis, généralement les peuples conquérants, tu vas les trouver quand tu regardes dans la station d'Amundsen Scott, qui est pratiquement à 90 degrés sud, sur le pôle sud, tu ne vois aucun pays, aucun drapeau de pays arabo-musulman. Les arabo-musulmans de l'histoire moderne ne sont ni des peuples conquérants, ni rien du tout. D'ailleurs, s'ils avaient été conquérants, ils auraient conquis des sciences, ils auraient conquis des arts, des métiers, comme tous les peuples de conquête. Ils ne sont pas du tout conquérants. Au contraire, ce sont des peuples soumis, ce sont des peuples extrêmement soumis, ce sont des peuples de soumission, ce sont des peuples qui marchent à quatre pattes. D'accord? Donc, tu prends notre pays, par exemple l'Algérie. On a été indépendant depuis 1962 jusqu'au début des années 80, quand les lobbies islamistes, les lobbies wahhabites avaient besoin d'une base arrière. On leur a offert notre pays comme ça. On a changé notre manière de parler, on a changé notre manière de s'habiller, on a craché sur nos ancêtres, on a craché sur nos grands-parents, on a craché sur notre culture, sur notre art, sur tout. On a tout rejeté sur simple demande. Est-ce que vous voyez là la marque d'un peuple de conquérants? Est-ce que des conquérants se comporteraient comme ça? Est-ce que des conquérants cracheraient sur tout? Est-ce que des conquérants cracheraient sur leur histoire, sur leur art, sur leurs grands-parents, sur leur folklore, sur tout? Pas du tout. Ce sont des peuples soumis. Ce sont des peuples qui ont été, on va dire, conditionnés à reconnaître la voix de leur maître. Dès qu'ils voient un barbu qui parle en arabe et qui parle d'islam, ils se mettent à quatre pattes. C'est la voix de leur maître. D'accord? Et puis, comme ils ont offert leur pays de naissance, quand vous avez un gars qui est algérien, mais qui est prêt à offrir l'Algérie au lobby islamiste, une fois qu'il émigre dans un autre pays, qu'il émigre au Canada ou en France ou peu importe, pourquoi il n'offrirait pas son pays d'accueil aux islamistes? Pourquoi il ne mettrait pas son corps comme un pont pour l'arrivée des lobbies islamistes? Il n'a aucune raison de traiter son pays, il n'a aucune raison de traiter son pays d'accueil différemment que son pays de naissance. Le concept est le même derrière. D'accord? Je fais quoi à l'étranger, moi, si mon pays n'avait pas été donné aux tout venants? D'accord? Donc, ça, c'est répondre à la première question. La deuxième question, pourquoi les musulmans dits modérés ne réagissent pas? Eh bien, exactement pour la même raison. Parce que dès leur enfance, ils ont été conditionnés à dire toujours amen, à dire oui à n'importe qui arrive en disant je suis en train de faire telle chose au nom de l'islam. Il suffit juste d'écrire islam dessus. Tu prends n'importe quelle idéologie, peu importe, invente-la, crée-la, ramène-la d'une autre planète, peu importe. Du moment que tu mettes le label islam dessus, elle est acceptée. Et puis tu coupes chez eux tout sens critique. Voilà. Donc, vous voyez bien que ce sont deux questions, mais qui appellent exactement la même réponse, parce que elles s'expliquent les deux par la mentalité d'énormément de gens dans la nation arabo-musulmane qui sont absolument soumis, qui sont absolument dominés, mais totalement, sans aucun sens critique, par donc la promotion et les idées des lobbies islamistes. Vous savez, chez vous, en Occident, vos régimes cherchent souvent à faire de la propagande et tout ça, mais vous avez toujours d'autres moyens. Vous avez d'autres moyens d'information. Vous avez l'Internet, vous avez énormément de spectacles, vous avez énormément de livres, vous avez énormément... L'art, je pense que l'art sauve, parce qu'il véhicule énormément de messages
qui sont difficiles des fois à censurer par les propagandistes, ils font ce qu'ils peuvent, mais ils arrivent quand même au public. Dans les pays arabo-musulmans, prenez tous les pays arabo-musulmans combinés, je pense qu'il y a moins d'activités artistiques par an que ce qu'il y a à Paris en une semaine. Le monde intellectuel dans les pays arabo-musulmans a été asséché, pas par les islamistes là, bien qu'ils y ont participé, il a été asséché à la base par les pouvoirs arabo-musulmans, parce que ce sont tous pratiquement des pouvoirs dictatoriaux, ce sont tous des gens militaires qui ont intérêt à vulnérabiliser leur peuple. Je ne sais pas si ça se dit, vulnérabiliser. Mais en tout cas, à rendre leur peuple vulnérable. Pourquoi? Parce qu'ils ont besoin de lui laver le cerveau. Ils ont besoin de l'endoctriner et le garder en fragilité intellectuelle pour pouvoir le contrôler. Ce qu'ils n'ont pas vu venir, c'est l'islamisme. Ça signifie que une fois qu'on a un peuple qui est à genoux intellectuellement parlant et que même l'école publique cherche à le mettre à genoux et participe à son endoctrinement, eh ben c'est un peu comme le sida, quoi. Tu perds tes défenses et puis il y a des maladies qui arrivent et puis qui vont envahir ton corps. Voilà, c'est un petit peu ça l'histoire, le résumé de ce qui se passe dans les nations arabo-musulmanes. Alors que chez vous, quand même, vous avez une chance, aussi minime soit-elle, d'échapper à la propagande d'État. Dans les pays arabo-musulmans, les gens critiquent toujours leur État, mais ils sont 100% sous son influence idéologique. Ils ne peuvent pas échapper à la propagande étatique. Voilà, ce sont des éléments très importants. Parce que quand des gens émigrent d'Algérie, par exemple, ou n'importe quel pays du Maghreb, ou n'importe quel pays arabo-musulman, quand ils y vivent, nous connaissons, nous, leurs penchants, nous connaissons ce phénomène, nous savons qu'ils sont à genoux devant les lobbies islamistes. Mais quand ils émigrent, ils arrivent dans des pays où ces penchants-là ne sont pas connus, où ce phénomène n'est pas connu. C'est pour ça qu'on assiste des fois même à un renforcement de ce penchant-là. On a des islamistes, allez, que je vais mettre sur une échelle de 0 à 10, 10 étant le plus intégriste, à 10 il est prêt à se faire sauter tout de suite, je veux dire, ils sont allés, je veux dire 5, 6 sur cette échelle-là, ils arrivent en Occident et puis bam, 2 mois plus tard ils sont à 7, 2 ans plus tard ils sont à 8 et puis bon voilà quoi, vous comprenez quoi, c'est un problème. C'est un problème qui se transmet très vite aujourd'hui, au fur et à mesure de cette immigration-là. Enfin. Ça n'aide pas le fait qu'aussi vos élites sont vendues au lobby islamiste. Donc, ce qui fait que maintenant vous êtes islamisé par le haut et par le bas. C'est pratiquement, j'ai presque envie de faire la double quenelle d'Hollande. D'accord, les changements, c'est maintenant, quoi.